Hier, j'ai oublié de faire le lavage. Honnêtement, c'est parce que je me sentais tellement épuisée. Loïc fait pas ses nuits. Laura est pas capable de dormir sans moi. Elle a peur. Elle a vraiment peur quand son père crie le soir, fort. Il n'y avait pas ses vêtements prêts pour le travail. Puis encore une fois, c'est moi qui l'ai mis en retard. Je me sentais mal, mais tellement mal, là. Parce que je me suis endormie. J'étais épuisée, j'avais plus d'énergie. Puis je déteste tellement ça quand ça arrive parce qu'il s'énerve, puis il me crie après, il m'humilie. Après tout, je le mérite. C'est pas comme si je travaillais pendant le jour. C'est pas comme si j'avais pas le temps. Oui, j'en fais beaucoup à la maison. Puis oui, je cours souvent. Mais c'est quand même lui qui ramène l'argent. Je sais que je devrais pas accepter ces absurdités-là. Mais je l'ai tellement mérité. Je veux juste être une bonne mère. Je veux juste être une bonne femme à aimer. Puis lui, il me dit souvent que je fais exprès pour le pousser à bout. C'est peut-être ton histoire, celle de ton ami, de ta sœur, de ta collègue ou de ta voisine. Tu l'ignores peut-être, mais c'est ce que l'on appelle des violences conjugales. Elles ont plusieurs visages et peuvent prendre différentes formes au sein d'un foyer. Aujourd'hui, on souhaite en parler afin de mieux comprendre cette réalité trop souvent dissimulée et déformée. Brisons le silence et levons le tabou. Je m'appelle Tatiana et je fais partie de l'équipe de J'aime ma ville et je suis accompagnée de notre précieuse invitée, Sarika Pierre, qui est une intervenante en violence conjugale et qui a accepté de venir nous parler afin de nous informer et nous sensibiliser sur le sujet qu'est la violence conjugale. Alors merci Sarika d'avoir dit oui. Ça fait plaisir. C'est un sujet dont on parle beaucoup en ce moment à cause des 10 féminicides qui ont frappé notre province depuis le début de l'année. Et pourtant, ça reste un sujet encore extrêmement tabou. Alors, c'était important pour moi de venir en parler parce que ça peut affecter une amie, un membre de notre famille, une collègue de travail. Donc, c'est important de savoir c'est quoi et de savoir comment on peut aider. Bien, merci d'être présente. Puis, comme tu dis, c'est un sujet qu'on n'ose pas trop aborder ou qu'on a peut-être de la difficulté à mettre des mots sur ça, mais c'est tellement d'actualité. Puis tu l'as mentionné que avec la pandémie, les formes de violence ont changé et se sont accentuées. Toi qui es dans ton rôle en tant qu'intervenant, qui est au contact justement de ces personnes, de ces femmes, de ces familles qui subissent des violences, est-ce que tu peux nous parler de c'est quoi qui implique ton rôle, puis c'est quoi qui a changé justement avec la pandémie? Donc, moi, je travaille dans une ressource d'hébergement en violence conjugale. Donc, on accueille des femmes et des enfants qui fuient la violence. Mon travail en particulier consiste à aider, non pas celles qui viennent en hébergement, mais celles qui n'ont pas besoin d'hébergement, soit parce qu'elles sont encore dans la relation de violence ou parce qu'elles ont quitté depuis peu ou parfois depuis plusieurs années, mais elles ont besoin d'accompagnement pour se reconstruire, mais aussi entreprendre certaines démarches en lien avec le vécu de violence qu'elles ont eu. Je pense qu'en fait, il est vraiment important de briser le préjugé qu'on peut avoir qu'une violence conjugale rime avec seulement et obligatoirement des coups. Malheureusement, oui, dans plusieurs des cas, il y a des violences physiques, mais c'est important de montrer qu'une violence conjugale, c'est pas juste des coups, c'est plus complexe, c'est plus large, il y a plusieurs formes. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi que ça implique, une violence conjugale? Avant d'en venir aux coups, il y a beaucoup d'autres formes de violence qui vont prendre place, parce qu'en fait, la violence, c'est quoi? C'est une prise de contrôle sur une personne afin de l'amener à avoir des comportements qu'on désire. Donc, cette violence-là peut prendre la forme psychologique, donc du contrôle, de la manipulation, du dénigrement, le fait d'humilier la personne puis de lui faire croire, en fait, qu'elle ne vaut rien. Ça va faire en sorte qu'elle va rester dans la relation, puis qu'elle va pas avoir l'impression qu'elle peut se sortir de là. Donc déjà là, c'est une emprise qui s'installe au niveau psychologique. Puis suite à ça, il peut y avoir de la violence verbale, des insultes, des cris, de la violence sociale, où là, c'est vraiment le réseau de la personne qui est contrôlé. Donc, un partenaire violent peut empêcher sa conjointe d'entrer en contact avec ses amis, avec sa famille, et faire en sorte qu'elle se retrouve complètement isolée, elle, avec ses enfants, par exemple. Il y a la violence économique aussi, qui est très importante, puis qui peut avoir une grande influence sur la capacité à quitter, parce qu'en fait,
le conjoint, le partenaire violent peut décider tout simplement de prendre le contrôle entier des finances, de dépenser l'argent que la femme peut avoir accumulé en travaillant, en l'empêchant de subvenir à ses besoins immédiats puis aux besoins des enfants. Donc, c'est une autre façon de garder l'emprise sur la femme. Il peut y avoir de la violence spirituelle, où là, c'est les valeurs, les croyances de la personne qui sont remises en question, qui sont complètement diminuées, ou au contraire, c'est nos valeurs et nos principes qui sont imposés à l'autre sans égard à ce qu'elle peut penser. Puis, il y a la violence sexuelle, qui est probablement la forme de violence la plus taboue dans un contexte conjugal, parce qu'on a l'impression justement que, on doit des rapports sexuels à notre partenaire parce que justement, c'est notre conjoint, c'est notre conjointe, alors que dans les faits, le consentement s'applique autant dans une relation conjugale que dans n'importe quel autre contexte. Et là, ça peut escalader jusqu'à la violence physique, celle dont on entend le plus parler. Et là, c'est les coups, c'est le fait de pousser, de tenir par le bras, de lancer des objets, et ce qui peut malheureusement mener jusqu'à un féminicide. C'est vrai qu'il y a tout cet aspect-là, dans le fond, qu'on est peut-être moins conscient ou sensibilisé de c'est quoi finalement la violence conjugale. Puis je pense que c'est vraiment important qu'aujourd'hui on l'aborde pour qu'on puisse être vraiment alerte sur tout ce qui se passe, puis qu'on puisse vraiment comprendre que pour une victime de s'en sortir, c'est tout un processus, ça peut prendre du temps, et qu'on puisse enlever cette pensée si la personne reste, entre guillemets, c'est aussi facile de pouvoir s'en sortir. C'est un processus, il faut un accompagnement. Fait que c'est vraiment important dans notre discours, dans notre façon de penser, de ne pas condamner justement la victime qui prend son temps pour partir. C'est pas elle la coupable, dans le fond. Mais si on peut revenir sur un point que souvent on peut avoir dans notre discours de pourquoi en fait une personne reste, est-ce que tu peux nous élaborer un peu sur ce sujet? Oui, parce que ça, c'est une phrase qu'on entend souvent, malheureusement. Si la femme reste, c'est parce qu'elle doit aimer ça. Alors que dans les faits, si une femme reste dans une relation de violence, c'est souvent parce qu'elle a l'impression qu'elle ne peut pas s'en aller. Pourquoi elle ne peut pas s'en aller? Justement parce que son réseau est complètement détruit. Donc, elle ne sait pas vers qui elle pourrait se tourner. Elle n'a pas les ressources financières pour subvenir à ses besoins si elle quitte et subvenir aux besoins de ses enfants. Elle peut avoir peur des menaces que le conjoint a fait précédemment de s'enlever la vie ou de porter atteinte à sa vie à elle ou à la vie des enfants. Les conjoints vont parfois menacer aussi de kidnapper les enfants. Donc ça, c'est un facteur important là, qui fait en sorte qu'une femme va tolérer des choses qui sont absolument intolérables. Il peut y avoir aussi le contexte d'immigration. Donc, lorsqu'une femme a été parrainée par son partenaire, ça peut être difficile d'envisager de quitter par crainte d'être retournée dans son pays d'origine, surtout si on ne connaît pas nécessairement les lois d'immigration au Canada. Donc, il y a toutes sortes de facteurs qui peuvent faire en sorte qu'une femme se sent vraiment prise dans la relation et ne voit pas la possibilité de quitter. Tu as amené aussi le point que c'est vraiment important d'être entouré justement de ces personnes, de son entourage qui peut justement l'accompagner dans ce processus-là. Si, mettons, on est témoin justement de violences dans notre entourage proche ou éloigné, quelle serait la bonne façon d'agir ou de réagir justement autant pour se protéger, nous, en tant que témoins, que pour protéger la victime? La première chose, c'est d'être alerte aux différentes formes de violence dont on a parlé tout à l'heure et de croire la femme lorsqu'elle vient nous voir puis qu'elle nous dit qu'elle vit des choses difficiles dans sa relation, lorsqu'elle s'ouvre pour la première fois sur la violence qu'elle vit. C'est important de la croire, c'est important de l'écouter, de ne pas la juger, puis au contraire de respecter son rythme. Parce que c'est pas parce qu'une femme vient pour la première fois parler de ce qu'elle vit dans la relation qu'elle est prête à quitter le lendemain matin. Donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, le processus peut être parfois très long. Donc, c'est important de respecter son rythme et de l'accompagner là où elle est rendue dans son processus. Et une chose qui peut être possible aussi, c'est de l'accompagner justement en lui offrant notre aide, en gardant les enfants par moment, si ça peut l'aider à compléter certaines démarches. Donc ça, c'est juste un exemple. Et sinon, de la référer à des ressources comme la nôtre, où nous, on est là, puis on attend tout simplement de pouvoir les accompagner dans leur démarche. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyen, justement, pour faire avancer les choses puis qu'on puisse arriver à réduire cette violence-là conjugale? Si on pense à un travail de prévention, c'est nous-mêmes
d'avoir des relations qui sont respectueuses, Oui. d'avoir de la considération, du respect pour les personnes qui nous entourent, du respect envers notre partenaire et de montrer ça aussi à nos enfants, de montrer ça aux petits yeux qui nous regardent, de leur montrer à quel point c'est important de s'affirmer en tant que personne, de faire valoir nos droits, nos intérêts, mais aussi de respecter ceux des autres. Donc ça serait plus un travail de prévention. Mais si on parle de situations où déjà il y a de la violence, parce qu'on ne peut pas nier, c'est la réalité, ben dans ce cas-là, c'est d'offrir de notre temps, c'est d'offrir de notre argent pour aider les ressources qui sont déjà en place et qui accompagnent ces femmes-là. Donc, les ressources, que ce soit les ressources d'hébergement ou je pense à SOS Violence conjugale, qui est une ligne d'écoute et de référence pour les femmes qui les aident à trouver les services dont elles ont besoin lorsqu'elles sont victimes de violences conjugales. Donc, de faire des dons à ces organismes-là, c'est toujours extrêmement apprécié. Des dons financiers, mais aussi des dons matériels. Dans les ressources d'hébergement, on a besoin de produits d'hygiène et de vêtements parce que parfois, les femmes sont amenées à quitter de façon très précipitée sans avoir le temps de récupérer leurs effets personnels. Donc, ces ressources-là sont toujours appréciées dans nos maisons d'hébergement. Et finalement, bien, donnez de votre temps. Il y a toujours la possibilité de faire du bénévolat dans ces ressources-là, autant pour offrir des services aux femmes que d'offrir du soutien à leurs enfants. Super. Merci beaucoup, Sarika, d'avoir été présente aujourd'hui. Je pense que c'est vraiment important ce que tu as apporté pour qu'on puisse être informé, sensibilisé et concerné par la cause. Alors qu'on se parlait et qu'on évoquait certaines peurs qu'on pourrait avoir dans le milieu, tu m'as dit quelque chose qui m'a vraiment touchée et qui m'a fait réfléchir. Tu m'as dit, vois-toi comme une sentinelle. Puis une sentinelle, c'est quoi? C'est une personne qui surveille, c'est une gardienne. Puis je trouve que c'est ça aussi, prendre action et faire une différence. C'est en étant la gardienne de notre ami qui en subit, de notre sœur, de notre collègue qui en subit. Puis c'est en la croyant, sans mettre en doute, dans le fond, sa parole. C'est en étant présente et disponible pour elle, puis en l'accompagnant dans tout ce processus qu'on a énoncé. Fait que c'est super important d'être présente pour la personne de notre entourage. Alors, ne réduisons pas les actions ou les petits gestes que l'on peut avoir, puis soyons cette main tendue, soyons ces sentinelles. Alors, merci à toi qui as pris le temps d'écouter la vidéo. Tu peux la repartager à ton entourage ou sur tes réseaux afin que d'autres personnes puissent être informées et sensibilisées sur le sujet. Ne fermons pas les yeux sur ce qui se passe autour de nous. Les coordonnées de plusieurs ressources vont s'afficher à l'écran. N'hésite pas à les contacter. Nous ne sommes pas seuls et c'est ensemble que l'on fait la différence.